la pire invasion spatiale de l'histoire. En posant le pied sur la Lune, Neil Armstrong aurait pu dire « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. » Eh oui, le livre de la jungle venait de sortir à cette époque, mais peu est peut-être un petit mot pour ce qu'il venait d'accomplir. Du coup, sa citation restera jamais gravée dans l'histoire. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Quelle phrase incroyable! Bon, même s'il l'a dit en anglais. Mais avant d'en arriver là, que s'est-il passé pour que l'homme, un jour, rêve d'aller conquérir l'espace? Revenons un petit peu en arrière. Et c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1960, que la conquête spatiale devient un enjeu majeur entre l'URSS et les États-Unis, où chacun veut montrer sa supériorité technologique. C'est d'abord l'URSS qui fait de remarquables avancées avec Sputnik 1, le premier satellite artificiel de l'histoire, envoyé le 4 octobre 1957, avec l'objectif final d'envoyer un homme sur la Lune. Dès lors, une sorte de compétition malsaine anime les deux puissances mondiales dans la course à la découverte de l'espace. Alors que les soviétiques continuent leurs avancées avec le Sputnik 1, le Sputnik 2, le 3 novembre 1957, est envoyé avec la chaîne Leica dans l'espace. Cette dernière, malheureusement, ne survivra pas à cette expérience spectaculaire. Mais pourquoi c'est toujours les animaux qui sont envoyés en premier comme cobayes? Bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un chat, mais quand même. L'homme n'est pas encore prêt à être envoyé dans l'espace. Mais c'est dur pour les États-Unis de voir l'avancée de leur rival. Les États-Unis rattrapent enfin leur retard et le président Eisenhower crée la NASA fin 1958. L'URSS continuera à dominer les prochaines années la conquête spatiale avec son programme Luna en faisant survoler le 2 janvier 1959 la sonde Luna, un hors de l'orbite terrestre. Et le 13 septembre, Luna 2 va atteindre sa cible en se posant sur le satellite de la Terre. Moins d'un mois plus tard, c'est Luna qui fait découvrir à toute l'humanité la face cachée de la Lune. L'URSS a toujours comme vision d'envoyer un homme dans l'espace. Ils continuent alors leur lancement avec des chiens. Pour la plupart, ceux-ci survivront à leur rentrée dans l'atmosphère. Ah, bah ça me rassure quand même un peu tout ça, même si ce ne sont que des chiens. À côté de ça, les États-Unis continuent leur progrès avec leur projet Mercury et envoient un être vivant dans l'espace en janvier 1961, le chimpanzé nommé Ham. Mais c'est surtout le 12 avril 1961 que le premier homme est envoyé dans l'espace. Et non, ce n'est pas un Américain, mais un Russe, Youri Gagarin, à bord du Vostok 1. Il effectuera un vol en orbite de 1h48 autour de la Terre, à une altitude moyenne de 250 km, ce qui renforce encore plus l'URSS dans sa renommée. Bon, tu t'en doutes bien, à ce moment-là, les États-Unis sont grave deg. Mais ils vont pas en rester là. Même si c'est un soviétique qui va pour la première fois sortir de l'atmosphère terrestre, c'est bien un Américain qui plantera le drapeau sur la Lune. C'est ce fameux Neil Armstrong, le 20 juillet 1969, qui débarquera à bord de la capsule Eagle, se posera dans la mer de la Tranquillité. Les États-Unis gagnent alors leur pari en prenant l'avantage sur l'URSS. Ces projets, ces fusées, ce travail a un coût colossal, des milliards pour les États-Unis, et dans les années 70, le contexte de détente ne justifie plus vraiment ces missions. Avec la crise économique, tout est ralenti. Et le contexte politique change. Des stations spatiales sont mises en orbite, ainsi que la station Mir. Des projets de stations internationales sont alors émis par les États-Unis. Les avancées sont lentes, mais elle sera finalement opérationnelle en 1998 et Mir est alors désorbitée en 2001. Cette station internationale est alors achevée en 2011 et son exploitation est prévue jusqu'en 2024. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les Chinois arrivent en lançant leur première station nommée Tiangong. La conquête spatiale, et notamment la volonté d'envoyer l'homme sur la Lune, a apporté d'énormes avancées dans le domaine de l'astronautique. Mais, étant donné les coûts très élevés de ces missions, la conquête de la Lune a été mise de côté, et le monde a commencé à concentrer ses efforts sur la planète Mars. Maintenant, c'est là que l'on veut envoyer des humains, c'est-à-dire toi. Après le succès de la Chine de poser une sonde astronaute sur la face cachée de la Lune, les intérêts des autres pays ont finalement changé. Les États-Unis créent la mission Moon to Mars afin d'implanter une base lunaire en 2034. Cette dernière servira à préparer l'installation d'une colonie sur Mars. Il y aura donc un retour sur la Lune, mais à des fins bien plus grandes. Mais ce n'est pas tout. Et je suis certaine que tu sais de quoi je vais parler maintenant.
Eh bien, à vrai dire, Cathy, j'en ai aucune idée. Allez, dis-le nous. Eh bien, tu dois savoir que lorsque des découvertes sont faites partout, que ce soit des paysages ou d'autres choses, après avoir été mis au courant de tous, il y a quand même un domaine qui s'empresse de s'emparer de ces découvertes. Ah, ça y est, je crois que je l'ai. Tu parles du tourisme, c'est ça? Exactement. Parlons-en un peu. Car je suis persuadée que toi, cher public, tu serais intéressé de savoir si un jour tu pourras aller sur la Lune, ou même sur Mars, et peut-être y vivre. Ah mais carrément, moi je me verrais bien vivre là-haut. Je te ferai coucou depuis ma petite station. Le tourisme spatial a commencé dans les années 2000 avec le milliardaire Dennis Tito qui a passé une semaine en orbite autour de la Terre pour 20 millions de dollars. Puis, des sociétés privées ont vu le jour et se sont multipliées avec comme objectif de devenir le leader mondial du tourisme spatial. Les 3 sociétés les plus en vogue sont Virgin Galactic, qui a été fondée en 2004 par Richard Branson et qui propose des vols suborbitaux avec des avions spatiaux à une altitude de 80 km pour environ 250 000 $ par personne. La deuxième société est Blue Origin, c'est l'entreprise de Jeff Bezos, tu sais celui qui a créé Amazon. Et bien lui, il envoie sa fusée New Shepard au-delà de la ligne de Kármán, c'est-à-dire 100 km, pendant une quinzaine de minutes, et le prix est quand même bien plus élevé. Jeff Bezos et son frère ont fait ce vol en 2021 et il y avait une 3e place qui s'est vendue aux enchères pour 28 millions de dollars. Donc en fait, c'est quand même compliqué pour le commun du mortel d'aller faire un voyage spatial. Il faut soit être millionnaire, voire milliardaire, ou alors faire partie de Space Cat comme moi et pouvoir vivre des aventures dans l'espace à tout moment. Il faut dire que pour l'instant, c'est un tourisme de prestige. Et on a aussi encore la 3e société qui est SpaceX, fondée par Elon Musk et qui propose de monter à bord de la fusée Falcon 9 et d'aller jusqu'au vaisseau spatial Crew Dragon. Tout le monde sait qu'il a de grandes ambitions pour envahir la planète Mars. Et je me pose une question, et la France dans tout ça? Personne n'en a encore parlé. La France, elle aussi, s'est illustrée lors de ses essais dans le domaine spatial. Elle s'impose comme 3e puissance dans le domaine lorsqu'elle envoie son satellite Astérix sur orbite. Ceci a été fait en 1965 avec une fusée Diamant. Et notre héros national, Thomas Pesquet, âgé de 38 ans, partira le 17 novembre 2016 pour l'ISS. Tu sais, la Station Spatiale Internationale dont on a parlé tout à l'heure. La mission Proxima durera 6 mois. Des femmes ont aussi eu l'occasion de partir à la conquête de l'espace. Claudine Aigneret a volé dans l'espace à 2 reprises. En 1996 à bord de la station Mir, dont on a parlé tout à l'heure, et en 2001 dans la Station Spatiale Internationale. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment c'est fait une fusée? Et en fait, à quoi elle sert, à part voler verticalement pour aller dans l'espace? Je t'explique. La fusée ou lanceur sert à envoyer des satellites dans l'espace. Les satellites transmettent des données. Ils prennent des photos, transmettent des images, des sons. Ils nous permettent de téléphoner, de regarder la télé, d'être guidés par GPS et même de regarder la chaîne du chat perché. Bon, ça c'est pas que grâce aux satellites, c'est aussi parce que nous, on travaille un petit peu pour réaliser ces vidéos. Du coup, n'oublie pas de t'abonner, il n'y a rien de mieux pour nous encourager à continuer. La composition de la fusée. Alors, on peut dire qu'elle ressemble à un long cylindre qui est haut de 30 à 60 mètres, avec au sommet, protégé par une coiffe, la charge utile, qui est composée de un ou de plusieurs satellites. Et à la base, on a un groupe de moteurs fusées qui assurent la propulsion dans l'atmosphère et dans le vide. Ils peuvent emporter jusqu'à une 20aine de tonnes en orbite basse. Il existe dans le monde une 20aine de bases de lancement d'où décollent ces fusées. Et au juste, comment elle est envoyée dans l'espace? Elles décollent toujours verticalement et leur déplacement s'obtient par éjection vers l'arrière à vitesse très élevée. Il y a alors d'importantes quantités de gaz produits par les moteurs. Ces moteurs brûlent divers ergols, solides, poudres ou liquides selon les modèles. Les ergols, pour faire simple, ils constituent l'essentiel de la masse d'une fusée au moment de son décollage. Pour une efficacité optimale, une fusée comprend 3 étages qui fonctionnent successivement et sont largués une fois vides. Elle est d'autant plus puissante la fusée qu'elle est plus lourde au décollage et qu'elle emploie des ergols plus performants. La gamme des lanceurs consommables disponibles aujourd'hui s'échelonne entre le petit lanceur israélien Shavit, 20 tonnes environ au lancement, qui est capable de satelliser une charge utile de 160 kg en orbite basse autour de la Terre. Et après, on a tous les puissants lanceurs du type Ariane 5 en Europe, Titan 4 pour les États-Unis ou alors Proton pour la Russie. Mais j'ai quand même quelque chose qui me turlupine dans ma petite tête. Est-ce que ça fait pas beaucoup de déchets qui flottent dans les airs tout ça? À long terme, on risque pas d'avoir des problèmes?
En 60 ans d'activité spatiale, il y a eu plus de 5200 lancements qui ont mis en orbite plus de 7500 satellites. Cela suppose qu'il y a beaucoup de choses qui flottent au-dessus de ta tête. L'espace, ou plus précisément l'orbite terrestre, est de plus en plus encombré par ce que l'on appelle des débris spatiaux. Ces objets, fabriqués par l'homme, finissent par se désintégrer et créer des déchets spatiaux. Il y a de tout. Des restes de satellites, des morceaux de lanceurs ou des fragments issus de la collision d'objets plus volumineux, voire peut-être même des restes d'un kebab mangé par Thomas Pesquet. Le problème, c'est que l'on constate une constante croissance de ces débris. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Ça provient du nom de l'astrophysicien qui a théorisé ce phénomène. Pour faire court, 2 débris qui entrent en collision génèrent une profusion de débris qui, à leur tour, vont engendrer de nouvelles collisions. On voit des débris, surtout en orbite basse. C'est là où l'on trouve les satellites qui servent à l'observation de la Terre ou au réseau Internet. Mais on en trouve aussi en orbite géostationnaire, un petit peu plus haut, environ 36 000 km au-dessus de la Terre, où l'on trouve des satellites qui servent à la communication ou à l'observation météo. Il y a aujourd'hui plus de 30 000 objets de plus de 10 cm qui flottent dans l'espace, ce qui est énorme. La menace la plus importante à ce jour concerne plutôt les services qu'on utilise par l'intermédiaire des satellites, comme l'observation, les services météo, les services bancaires ou la téléphonie, qui peuvent subir des dommages. Même si il est de taille réduite, un débris peut générer des dégâts considérables. À plus long terme, ces débris représentent une menace pour l'utilisation de l'espace dans le futur. Et y a pas moyen d'éviter tout ça? Genre un aspirateur géant à déchets spatiaux pour nettoyer l'espace et l'orbite terrestre? Les Nations Unies ont émis des recommandations internationales pour limiter la prolifération de ces débris. Maintenant, les satellites ont une durée de vie maximale de 25 ans. Après cela, ils doivent être détruits dans l'atmosphère terrestre ou mis sur une orbite dite de parking. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, ces recommandations semblent être respectées. Depuis 2017, il y a un projet pilote qui est en train d'être développé pour permettre d'accoster un morceau de fusée et de forcer sa redescente sur Terre. C'est une première. La société suisse ClearSpace, à la tête d'un consortium européen, travaille sur un prototype qui est le satellite Adrios. Et si tout se déroule comme prévu, Adrios sera lancé en 2025. Sa mission, qui durera plusieurs jours, consistera à accoster l'objet en se synchronisant sur sa trajectoire et à lui donner l'impulsion nécessaire pour qu'il entre dans l'atmosphère et s'y consume naturellement. À la suite de cette mission, si le concept est validé, nous pourrons poursuivre les plus gros débris et les désorbiter. D'un point de vue tactique, si l'on veut nettoyer l'espace, alors il faut commencer par les objets les plus volumineux. Il est également possible pour les débris de plus petite taille d'envisager des systèmes laser basés au sol et qui illumineront les objets et exerceront une pression photonique provoquant un décroissement progressif de l'altitude de l'orbite. Peut-on dire que c'est un aspirateur géant ? Il y a 60 ans, la conquête de l'espace est née dans une rivalité malsaine entre les États-Unis et l'URSS. Et aujourd'hui déjà, l'activité humaine dans l'espace semble poser des problèmes. Même si notre volonté de toujours aller plus loin, toujours aller plus haut, illumine nos rêves, la question reste, ne sommes-nous pas en train de réaliser la pire invasion spatiale de l'histoire ? Et toi, dis-nous, si l'occasion d'aller sur une autre planète, ou même juste dans l'espace se présentait, est-ce que tu t'engagerais ? Dis-nous ça dans les commentaires, on a vraiment envie de savoir combien d'entre vous seraient prêts à aller faire un voyage spatial. Bon, il est l'heure pour moi de vous laisser, je vous dis à très bientôt, c'était le Chat Perché, allez ciao !